L'air était lourd de l'odeur de la mort. Des volutes de fumée s'élevaient des tours de siège en feu et se mêlaient à l'odeur métallique du sang qui s'infiltrait dans le sol gelé. Des cadavres jonchaient le champ de bataille, leurs yeux sans vie fixant un ciel qu'ils ne reverraient plus jamais. La lune pendait bas et rouge à l'horizon, comme si elle pleurait elle-même le carnage. La princesse Séraphine de Luminara se tenait au milieu du chaos, ses cheveux dorés maculés de sang et de boue, ses yeux bleus brûlants de colère et d'épuisement. Dans sa main droite, elle tenait une épée brisée, la lame à moitié cassée. Sa cape blanche, autrefois symbole de son ascendance royale, était maintenant déchirée et teinte d'écarlate. Elle ne s'agenouillerait pas, même si elle était enchaînée, même si elle était blessée, même si elle se trouvait sur un sol ennemi, en tant que prisonnière. La princesse Séraphine ne s'agenouillerait pas. Devant elle se tenait le général vampire, dont les yeux argentés la scrutaient de la tête aux pieds. Il était plus grand que tout humain qu'elle avait jamais vu, sa silhouette à la fois élégante et mortelle. Des cheveux sombres tombaient sur ses épaules, et sa peau pâle semblait briller au clair de lune. Il portait une armure noire, ornée de l'emblème de l'Empire vampire, un loup ailé sous une lune saignante. « Si tu veux me tuer, alors fais-le, » dit-elle. Sa voix ne tremblait pas, mais n'attends pas de moi l'obéissance. Le sourire qui effleura les lèvres du général n'était ni moqueur ni furieux. C'était autre chose, quelque chose de dangereux. « Tuer ?» répéta-t-il, sa voix profonde et veloutée. « Non, princesse, j'ai des plans bien plus intéressants pour 3 jours auparavant, tout était différent. » Séraphine se tenait dans la grande salle du château d'Ashenmoor, entourée des plus hauts généraux de son père. Le roi Eldric de Luminara, un homme sombre avec une barbe grisonnante et des yeux durs comme l'acier, se tenait devant une immense carte étalée sur une table en chêne. « Les vampires se rapprochent, » dit le général Marcus, un homme imposant avec des cicatrices qui couvraient son visage. « Ils ont déjà pris 3 de nos forteresses. Si nous n'agissons pas, Ashenmoor sera la prochaine. » Le roi Eldric frappa du poing sur la table. « Alors nous combattrons. Chaque homme, chaque femme capable de tenir une arme participera à cette défense. » Séraphine s'avance. « Père, laisse-moi chevaucher avec les troupes. Je peux me battre. Tu as toi-même autorisé mon entraînement. » Le roi se tourna vers sa fille unique, ses yeux pleins de contradictions. « Tu es une princesse, Séraphine, pas une guerrière. »« Je suis les deux, » répliqua-t-elle fermement. « Et notre peuple a besoin de chaque main capable. » Le roi Eldric soupira lourdement, puis hocha la tête à contre-cœur. « Bien, mais tu restes dans les rangs arrière. Pas d'héroïsme, pas de gloire. Tu protèges les blessés et tu te retires quand je l'ordonne. » Séraphine acquiesça, même si elle savait qu'elle ne suivrait pas ses instructions quand le moment viendrait. La bataille commença à l'aube. Les vampires attaquèrent avec une précision que Séraphine n'avait jamais vue auparavant. Ils se déplaçaient comme des ombres. Leur vitesse était surhumaine, leur force incomparable. Les soldats humains tombaient comme du blé sous la faux, et bientôt le champ de bataille était jonché de cadavres. Séraphine combattit aux côtés de ces hommes, son épée étincelant dans la pâle lumière de l'aube. Elle tua 3 vampires avant que sa lame ne se brise enfin. Un 4e l'attaqua, ses griffes visant sa gorge. Elle esquiva, trébucha sur un cadavre et tomba au sol. Le vampire se tenait au-dessus d'elle, sa bouche s'ouvrant en un sourire cruel, les crocs exposés. Séraphine ferma les yeux et s'attendait au coup fatal. Mais il ne vint pas. Au lieu de cela, elle entendit un bruit sec et craquant. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, le vampire gisait mort à côté d'elle, sa tête tordue de manière anormale. Et devant elle se tenait lui, le général Théron, le commandant le plus redouté de l'Empire vampire. Ses yeux argentés la fixèrent avec une intensité qui lui coupa le souffle. Il portait une armure noire qui brillait comme du métal liquide, et dans sa main, il tenait une épée dont la lame était encore teinte du sang de son propre soldat. « Lève-toi » ordonna-t-il. Séraphine se redressa, ses jambes tremblaient d'épuisement, mais elle se força à se tenir droite. « Tu te bats bien pour une humaine, » dit Théron, sa voix semblant presque amusée. « Mais pas assez bien. Alors termine-le, » le défia-t-elle. « Tue-moi, si tu l'oses. » Les yeux de Théron se plissèrent. « Tu ne comprends pas ta situation, princesse. J'ai besoin de toi vivante. » « Pourquoi ? Tu le découvriras bien assez tôt. » D'un mouvement rapide, il la frappa à la tête. Séraphine ressentit une douleur lancinante, puis tout devint noir. Elle se réveilla dans une cage. Du fer encerclait ses poignets et ses chevilles. Les chaînes cliquetaient à chaque mouvement. Elle était allongée sur de la pierre froide, couverte seulement d'une fine couverture. Autour d'elle se trouvaient d'autres cages,
rempli de soldats blessés, à la fois humains et vampires. Un camp de prisonniers. Séraphine tira sur les chaînes, mais elles ne cédèrent pas. Elle essaya de se souvenir de la bataille. Achen mort était tombé. Son père était-il encore en vie? Et les soldats qui étaient sous son commandement? Tu gaspilles ton énergie. La voix venait de l'ombre à côté de sa cage. Séraphine se retourna et vit une jeune femme, également enchaînée, avec des cheveux bruns ébouriffés et un visage meurtri. « Qui es-tu » demanda Séraphine. « Personne d'important » répondit la femme amèrement. « Juste une autre prisonnière, exactement comme toi. Depuis combien de temps suis-je ici? 2 jours. » Séraphine avala difficilement. 2 jours. Que s'était-il passé pendant ce temps? Qu'en est-il du roi Aldric? Demanda-t-elle désespérément. Est-il encore en vie? La femme hésita. Je ne sais pas, mais j'ai entendu dire que les vampires ont complètement conquis Achen-mort. Il y a peu de survivants. Les mots frappèrent Séraphine comme un coup. Sa maison était tombée, son peuple était dispersé ou mort, et elle était prisonnière. Pourquoi nous garde-t-il en vie? Demanda Séraphine. Certains sont vendus comme esclaves, d'autres servent de nourriture. La femme fit une pause. Et puis il y a ceux qui sont réservés pour d'autres fins. Un frisson parcourut le dos de Séraphine. Elle ne voulait pas savoir quelles étaient ces autres fins. Des heures passèrent, ou peut-être des jours ici, dans l'obscurité, c'était impossible à dire. Occasionnellement, des gardes venaient pour nourrir les prisonniers, de maigres portions de pain et d'eau. Séraphine mangeait mécaniquement, son esprit était ailleurs. Elle pensait à son père, aux leçons qu'il lui avait enseignées. Un dirigeant doit être fort, Séraphine, mais la force ne signifie pas seulement la force physique, cela signifie la volonté de survivre, quoi qu'il arrive. Elle survivrait, elle le devait. Puis, dans la 3e nuit, des pas descendirent l'escalier, des pas lourds et réguliers. Les autres prisonniers se turent, la peur dans leurs yeux. La torche au mur vacilla, et une silhouette entra dans la lumière. Le général Théron. Il ne portait plus d'armure mais des vêtements noirs simples, mais sa présence n'était pas moins intimidante. Ses yeux argentés parcoururent les cages, jusqu'à ce qu'il se pose sur Séraphine. « Fais-la sortir » ordonna-t-il à l'un des gardes. Le garde ouvrit la cage de Séraphine, détacha les chaînes du mur, mais laissa les menottes à ses poignets. Elle fut brutalement mise sur pied, ses jambes faillirent céder, mais elle se força à se tenir droite. Théron la contempla avec une expression impénétrable. « Viens avec moi. Et si je refuse, alors tu seras porté, mais je pense que tu préfères marcher sur tes propres jambes. » Séraphine le fusilla du regard, puis le suivit dans l'escalier. Ils furent conduits à travers des couloirs sinueux, passant devant des gardes vampires, qui la regardaient avec curiosité. Finalement ils atteignirent une massive porte en chêne. Théron l'ouvrit, et fit signe à Séraphine d'entrer. La pièce derrière était étonnamment luxueuse. Un grand lit se trouvait dans un coin, couvert de couvertures de velours sombre. Une cheminée brûlait vivement et remplissait la pièce de chaleur. Sur une table se trouvait une cruche d'eau et un plateau de nourriture, de la vraie nourriture, pas du pain dur. « Qu'est-ce que c'est » demanda Séraphine avec méfiance. « Tes nouveaux quartiers » répondit Théron. « Je suis prisonnière, pourquoi me traiterais-tu ainsi ?» Théron ferma la porte derrière lui et s'y adossa. « Parce que tu as de la valeur pour moi, princesse, et les choses de valeur méritent des soins. Je ne suis pas une chose. » « Non, » convint-il, « tu es bien plus que cela. » Séraphine croisa les bras. « Que veux-tu de moi ?» Théron resta silencieux un moment, puis s'approcha. « Tu es la fille du roi Aldric. Cela fait de toi un important objet de négociation. Mon père ne négociera jamais avec toi. Il me croira morte. »« Peut-être, » dit Théron, « mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je te garde en vie. »« Quoi alors ?»« Parce que je crois que tu es la clé pour mettre fin à cette guerre. » Séraphine rit amèrement. « Tu crois qu'une princesse humaine peut mettre fin à une guerre vieille de plusieurs siècles? Tu es fou, peut-être, » dit Théron calmement, « mais je suis aussi désespéré. » L'honnêteté dans ses paroles la surprit. Elle s'était attendue à ce qu'il soit regardant, cruel, sans cœur, comme tous les vampires dont on lui avait parlé, mais dans ses yeux elle vit autre chose, de la fatigue, de la tristesse, et peut-être de l'espoir. « Pourquoi devrais-je t'aider » demanda-t-elle. « Parce que tu n'as pas d'autre choix. » Théron se tourna vers la porte. « Repose-toi, princesse. Demain nous commençons. » « Commençons quoi ?» Le matin n'arriva pas doucement dans la forteresse vampire. Il n'y avait pas de lumière du soleil qui filtrait à travers les fenêtres,
pas d'oiseaux qui annonçaient leur chant. Au lieu de cela, Séraphine se réveilla avec une faible lueur bleutée qui pénétrait à travers de lourds rideaux. L'air était frais, mais pas désagréable, et pour la première fois depuis des jours, elle se sentait reposée. Elle s'assit et examina la pièce à la lumière du jour, où quelle que soit cette clarté tamisée, les meubles étaient sculptés dans du bois sombre, ornés de motifs complexes qu'elle ne reconnaissait pas. Au mur pendaient des tapisseries représentant des scènes de bataille et d'étranges rituels, et au-dessus de la cheminée était accroché le portrait d'un homme en vêtements royaux, dont les yeux avaient la même couleur argentée que ceux de Théron. Un coup à la porte interrompit ses contemplations. « Entrez », dit-elle instinctivement, puis se modifia. Elle était prisonnière, pas hôtesse. La porte s'ouvrit, et une jeune femme entra. Elle était pâle, comme tous les vampires, mais ses yeux étaient ambrés au lieu d'argentés. Elle portait une simple robe grise et tenait un plateau de nourriture. « Bonjour, princesse, dit la femme avec une légère révérence. Je suis Lyra. Le général Théron m'a chargé de veiller à tes besoins. » Séraphine l'examina avec méfiance. « Tu es une vampire. » Sans mêler, corrigea Lyra. « Ma mère était humaine, mon père un vampire. Je n'appartiens complètement à aucun des deux mondes. » « Et quel côté as-tu choisi ?» Lyra sourit tristement. « Le côté qui me garde en vie. » Elle posa le plateau sur une petite table près du lit. Il y avait du pain frais, du fromage, des fruits et même du thé chaud. L'estomac de Séraphine gargouilla involontairement. « Mange, » dit Lyra doucement. « Tu auras besoin de ta force. » « Pourquoi ?» Séraphine mangea en silence pendant que Lyra se déplaçait dans la pièce, tirant les rideaux, versant de l'eau dans le lavabo et posant des vêtements frais sur le lit. « Où sommes-nous » demanda finalement Séraphine. « Dans la forteresse de Noctisumbre, le cœur de l'empire vampire. » « Et à quelle distance sommes-nous de Luminara ?» Lyra hésita. 5 jours de voyage pour les humains, pour les vampires, moins. Séraphine hocha lentement la tête, si loin de chez elle, si loin de tout ce qu'elle connaissait. « Que sais-tu du général Théron ?» demanda-t-elle. Lyra la regarda prudemment. « Pourquoi demandes-tu ?»« Parce que je veux savoir avec qui j'ai affaire. » La demi-vampire soupira. « Le général Théron, il est l'un des vampires les plus anciens et les plus puissants de notre royaume. Il a combattu pendant des siècles pour l'Empire et a remporté plus de batailles que quiconque ne peut en compter. Mais, il ne combat plus avec la même passion. Certains disent qu'il est devenu las de la guerre, las de tuer. » Lyra baissa la voix. « Il y a des rumeurs selon lesquelles il cherche un moyen de faire la paix. »« La paix, répéta Séraphine, incrédule. « Un général vampire qui veut la paix. Tous les vampires n'aiment pas la guerre, princesse. Tout comme tous les humains ne l'aiment pas. » Les mots firent réfléchir Séraphine. Elle avait appris toute sa vie à considérer les vampires comme des monstres, des créatures assoiffées de sang, sans conscience, mais Lyra parlait d'eux comme s'ils étaient humains. « Pourquoi il ne s'en mêlait-elle un général vampire ?» demanda Séraphine. « Parce qu'il m'a sauvée, » répondit simplement Lyra. « Quand j'étais enfant, mon village a été attaqué par des soldats humains. Ils ont tué ma mère parce qu'elle était avec un vampire. Ils voulaient aussi me tuer. Le général Théron est passé par notre village ce jour-là. Il les a arrêtés. » Séraphine resta silencieuse. Elle ne savait pas quoi dire à cela. « Habille-toi, » dit finalement Lyra. « Le général t'attend. » Partout se tenaient des gardes vampires. Leurs yeux la suivaient avec curiosité et méfiance. Finalement, ils atteignirent une grande, double porte, ornée du même emblème de loup ailé qu'elle avait vu sur l'armure de Théron. Lyra frappa, et une voix profonde appela. « Entre !» La pièce derrière était un bureau. Des étagères s'étendaient du sol au plafond, remplies de volumes dans différentes langues. Au centre se trouvait un bureau massif, couvert de cartes, de documents et de rapports, et derrière était assis Théron. Il ne portait pas d'armure aujourd'hui, mais une simple tunique et un pantalon noir. Ses cheveux sombres étaient attachés en arrière, et ses yeux argentés étaient fixés sur un document devant lui. Quand Séraphine entra, il leva les yeux. « Princesse » la salua-t-il. « J'espère que tu as bien dormi. » « Aussi bien qu'on peut dormir en captivité, » répondit-elle froidement. Un faible sourire joua sur les lèvres de Théron. « Assis-toi. » Séraphine hésita, puis prit place sur la chaise devant son bureau. Lyra se retira discrètement et ferma la porte derrière elle. Théron se pencha en arrière dans sa chaise, ses doigts se joignant devant lui. « Commençons par la vérité, princesse. Sais-tu pourquoi cette guerre a commencé ? » « Parce que ton peuple a attaqué le mien, » répondit immédiatement Séraphine. « Faux. » Elle le fixa. « Quoi ? La guerre n'a pas commencé par une attaque. Elle a commencé par un meurtre. » Théron se leva et se dirigea vers l'une des étagères. Il en retira un vieux livre relié de cuir et le posa devant elle sur la table. « Lis. » Séraphine ouvrit le livre prudemment. Les pages étaient jaunies,
l'écriture dans une écriture manuscrite démodée, mais elle pouvait la lire. C'était une chronique, un enregistrement d'événements d'il y a 300 ans. En l'an 1523, lut Séraphine à haute voix, le prince Lucien de Noctis-Umbra fut attaqué et tué dans la ville humaine d'El-Ariv par une foule. Le prince était venu pour des négociations de... Ces meurtriers prétendaient avoir agi en légitime défense. Elle leva les yeux. Cela ne justifie pas 300 ans de guerre. Non, convint Théron, mais cela explique comment elle a commencé. Le prince Lucien était le frère cadet de notre empereur. Sa mort brisait quelque chose en lui. L'empereur a juré vengeance, et ainsi commença la guerre. Pourquoi me racontes-tu cela? Parce que je veux que tu comprennes que les deux camps ont du sang sur les mains, les deux camps ont aimé et perdu, et les deux camps sont trop fiers pour admettre que cette guerre est insensée. Séraphine ferma le livre. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Théron se rassit. Tu es la fille du roi Aldric, ton père est l'un des dirigeants les plus puissants des royaumes humains. Si tu pouvais être convaincu que la paix est possible, tu pourrais devenir une ambassadrice. Séraphine rit amèrement. Une ambassadrice. Je suis prisonnière, personne ne m'écoutera, pas maintenant, mais un jour peut-être. Et que demandes-tu de moi jusqu'à ce un jour? Théron la regarda droit dans les yeux. Je demande que tu apprennes sur notre culture, notre histoire, notre façon de vivre. Je veux que tu vois que nous ne sommes pas les monstres qu'on t'a appris à croire. Et si je refuse, alors tu passeras le reste de ta vie dans cette pièce. Sa voix était calme mais ferme. Mais je ne crois pas que tu le feras. Pourquoi pas? Parce que tu es curieuse. Je l'ai vu dans tes yeux quand tu as lu ce livre. Tu veux connaître la vérité. Séraphine détestait qu'il ait raison. Quelle serait la première leçon? Demanda-t-elle finalement. Théron sourit, un vrai sourire cette fois, qui adoucit ses traits sévères pour un moment. Viens avec moi. Il la conduisit hors du bureau, à travers d'autres couloirs, jusqu'à ce qu'ils atteignent un escalier qui montait. Ils montèrent de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement une porte qui donnait sur une terrasse. Séraphine sortit et s'arrêta. La vue était à couper le souffle. La forteresse Noctis-Umbra se dressait sur une montagne, entourée de forêts denses et de vallées embrumées. Au loin, elle pouvait voir d'autres forteresses, leurs tours s'élevant comme de sombres aiguilles contre le ciel gris, et au-delà des montagnes, aussi loin que l'œil pouvait voir. C'est le cœur de l'empire vampire, dit Théron, qui s'était tenu à côté d'elle, pas le pays des monstres, qu'on t'a décrit. Ici vivent des familles, des enfants naissent, les gens aiment et pleurent et rêvent, exactement comme dans ton royaume. Séraphine resta silencieuse, elle ne voulait pas le croire, mais la beauté du paysage était indéniable. Là-bas, continua Théron en pointant vers un village au pied de la montagne, vivent des humains et des vampires côte à côte. Ils commercent ensemble, ils s'entraident dans les zones frontalières. Il peut y avoir la guerre, mais ici, à l'intérieur, il y a la... Pourquoi me montres-tu cela? Parce que je veux que tu vois ce qui est en jeu. Si cette guerre continue, tout ici sera détruit, et tout dans ton royaume aussi. Séraphine se tourna vers lui. Tu parles comme si tu pouvais mettre fin à la guerre, mais tu n'es qu'un général. Je suis plus que cela. Théron hésita, puis dit, je suis le fils de l'empereur. Les mots la frappèrent comme un coup. Tu es un prince? J'ai abandonné mon titre quand je me suis joint à l'armée, mais le sang coule toujours en moi. Pourquoi as-tu abandonné ton titre? Parce que je détestais la cour, la politique, les intrigues, les luttes de pouvoir sans fin. Je voulais faire quelque chose de significatif. Alors je suis allé à la guerre. Et l'as-tu trouvé? Le significatif. Théron la regarda, et pour un moment elle vit de la douleur dans ses yeux argentés. Non, j'ai seulement trouvé plus de morts. Un vent froid souffla sur la terrasse, et Séraphine resserra ses bras autour d'elle. Théron le remarqua et posa sa cape sur ses épaules, sans réfléchir. Tu n'as pas besoin d'être gentil avec moi, dit-elle doucement. Je ne suis pas gentil, je suis pratique. Une prisonnière qui a froid est inutile. Mais le geste ne semblait pas pratique, il semblait attentionné. Pourquoi moi? Demanda soudainement Séraphine. Il y a beaucoup de prisonniers humains. Pourquoi m'as-tu choisi? Théron resta silencieux un moment. Parce que j'ai vu sur le champ de bataille comment tu t'es battu. Tu n'as pas abandonné. Même quand tout était perdu, tu n'as pas supplié pour la pitié. Tu ne t'es pas agenouillé devant moi. Il tourna son regard vers l'horizon. C'est rare, le courage est rare. Oh la stupidité, parfois c'est la même chose. Malgré tout, Séraphine, du sourire, c'était un petit sourire fugace, mais il était... Les jours commencèrent à se fondre les uns dans les autres. Séraphine perdit la notion du temps dans la forteresse,
où le soleil ne brillait jamais vraiment et où les nuits s'étiraient sans fin. Mais sa routine devint plus stable. Chaque matin, Lyra venait avec le petit déjeuner et des vêtements frais. Chaque après-midi, Théron apparaissait pour la guider à travers une autre partie de la forteresse ou lui donner une nouvelle leçon. Il lui enseignait l'histoire des vampires, pas la version qui figurait dans les livres humains, mais la vraie histoire. Des premiers vampires, nés d'un accident alchimique, des traités de paix rompus encore et encore, des amants qui se trouvaient par-delà les frontières, seulement pour être séparés par les préjugés. Et lentement, très lentement, la vision du monde de Séraphine commença à s'effriter. Une semaine après son arrivée, Théron la conduisit dans les voûtes souterraines de la forteresse. L'air était frais et humide, et des torches éclairaient les murs de pierre. « Pourquoi m'amènes-tu ici » demanda Séraphine. « Parce que je veux te montrer quelque chose que peu d'humains ont jamais vu. » Ils atteignirent une massive porte de fer. Théron posa sa main sur un étrange symbole, et la porte s'ouvrit avec un grincement profond. Derrière s'étendait une immense pièce, remplie de artefacts, armes, armures, livres, bijoux, tout soigneusement rangés et catalogués. « C'est la chambre au trésor, expliqua Théron. Ici, nous préservons l'histoire des deux peuples, pas seulement la nôtre. » Séraphine marcha lentement entre les rangées, ses doigts glissant sur les surfaces poussiéreuses. Elle vit des épées avec des blasons humains, des couronnes de rois depuis longtemps oubliées, même des journaux intimes et des lettres. « Pourquoi préservez-vous des artefacts humains » demanda-t-elle. « Parce que l'histoire appartient aux deux, » répondit Théron. « Nous ne pouvons pas la réécrire en ne racontant que notre propre version. » Elle s'arrêta devant un portrait. Il représentait un jeune homme aux cheveux sombres et aux yeux bienveillants. Il portait des vêtements humains, mais autour de son cou pendait une amulette vampirique. « Qui est-ce » Le visage de Théron s'assombrit. « Le prince Lucien, le frère de mon père. L'homme dont la mort a commencé cette guerre. » Séraphine examina le visage de plus près. Il allait gentil. Il l'était. Lucien croyait en la paix. Il a passé des années à construire des ponts entre nos peuples. Et puis, Théron se tut, puis il a été assassiné. Oui, Séraphine se tourna vers lui. Crois-tu que la paix est encore possible? Théron la regarda longuement. Je dois le croire, sinon toute cette mort n'a aucun sens. Ce soir-là, Théron l'invita à dîner, pas dans ses quartiers, mais dans sa propre salle à manger. La pièce était élégante, avec une longue table dressée pour 2 personnes. « Je pensais que les vampires ne mangeaient pas, » dit Séraphine en s'assiant. « J'ai dit que nous n'en avions pas besoin. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas l'apprécier. » Théron lui versa du vin. « De plus, je voulais te parler. » Sans les distractions de la forteresse. Le repas fut servi du gibier rôti, des légumes et du pain frais. Séraphine mangea en silence, consciente que Théron l'observait. « Tu as changé, dit-il finalement. Que veux-tu dire? Quand tu es arrivé ici pour la première fois, tu me regardais comme si j'étais un monstre. Maintenant, » il fit une pause. « Maintenant, je ne suis plus sûre de ce que tu vois. » Séraphine posa sa fourchette. « Je vois un homme qui veut me montrer que j'avais tort. Et le plus effrayant, c'est que ça marche. Regrettes-tu cela? Je ne sais pas. » Elle but une gorgée de vin. « Toute ma vie, on m'a appris à vous haïr. Et maintenant, je suis censée soudainement croire que tout était un mensonge. Il y a des vampires qui sont des monstres, tout comme il y a des humains qui sont des monstres. Mais nous sommes plus que cela. Et toi, qu'es-tu » La question resta suspendue entre eux. Théron se pencha en arrière, son expression pensive. « Je suis quelqu'un qui est fatigué, » dit-il finalement. Fatigué de combattre, fatigué de tuer, fatigué de voir de jeunes soldats mourir des deux côtés, pour une guerre à laquelle ils ne croient même pas. Alors pourquoi continues-tu à te battre? Parce que je dois, parce que si j'arrête, quelqu'un d'autre prendra ma place, quelqu'un qui ne croit pas en la paix. Séraphine le contempla. En ce moment, il ne ressemblait pas à un général redoutable. Il ressemblait à un homme qui portait le poids du monde sur ses épaules. « Penses-tu jamais partir » demanda-t-elle doucement. « Chaque jour. » Ses yeux argentés trouvèrent les siens. « Mais je ne peux pas, pas tant qu'il y a encore de l'espoir. » « Espoir de quoi? Que puis-je faire ?» Théron se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Tu te sous-estimes, Séraphine. Tu es la fille d'un roi, ta voix a du poids, et si tu devais un jour rentrer chez toi, tu me laisserais partir ?» Il se tourna vers elle. « Si le moment était propice, et quand le moment serait-il propice? Quand tu seras prête à raconter la vérité, toute la vérité. » Séraphine se leva également. « Et si je ne veux pas, si je veux juste rentrer chez moi et oublier tout cela ?» Théron s'approcha, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'1 mètre entre eux.
Alors tu sauras pour le reste de ta vie que tu as eu la chance de changer quelque chose, et que tu ne l'as pas saisi. Ses mots brûlaient, parce qu'il avait raison. Je te déteste pour ça, murmura-t-elle. Je sais, tu rends tout compliqué, je sais. Ils se fixèrent, la tension entre eux était palpable. Puis sans réfléchir, sans penser, Séraphine fit quelque chose d'inattendu. Elle le gifla au visage, la gifle résonna dans la pièce. Théraune ne bougea pas, ne grimaça pas, il laissa simplement faire. Te sens-tu mieux demanda-t-il doucement. Non, admit-elle, des larmes brûlant dans ses yeux. Je me sens horrible. Pourquoi? Théraune leva lentement sa main et toucha doucement sa joue. Le geste était si tendre que Séraphine tressaillit. Peut-être, dit-il, qu'il n'y a pas de... Peut-être que nous sommes tous simplement victimes de quelque chose qui a commencé, il y a longtemps, et qui n'aurait jamais dû se produire. Séraphine ferma les yeux. Elle était si fatiguée, fatiguée de combattre, fatiguée de taillir, fatiguée de devoir être forte. Je veux rentrer chez moi, murmura-t-elle. Je sais, dit Théraune, mais ta maison est en guerre. Ici, tu es en sécurité dans une cage dorée, mieux que morte dans une tombe. Elle ouvrit les yeux et le regarda. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi te soucies-tu de moi? Théraune hésita, puis, doucement, parce que tu me donnes quelque chose que je n'ai plus eu depuis des siècles. Quoi? Elle pensait à son père, se demandait s'il la croyait morte. Elle pensait à sa maison, aux rues qu'elle avait parcourues enfant, et elle pensait à Théraune. C'était dangereux, elle le savait, il était l'ennemi, ou devait l'être. Mais avec chaque jour qu'elle passait ici, avec chaque conversation, chaque repas partagé, la frontière entre ennemi et autre chose devenait plus floue. Une nuit, quand elle ne pouvait pas dormir, elle quitta ses quartiers. Les gardes la laissèrent passer. Théraune avait apparemment donné des instructions. Elle erra dans les couloirs, jusqu'à ce qu'elle se retrouve sur la terrasse, où Théraune l'avait conduite la première fois. La lune était haute dans le ciel, pâle et froid. Elle s'appuya contre la balustrade et respira l'air frais de la nuit. Tu devrais dormir. Elle sursauta. Théraune se tenait derrière elle, sortant de l'ombre comme s'il n'y avait jamais été. Je pourrais dire la même chose de toi, répliqua-t-elle. Il s'avança à côté d'elle, ses coudes sur la balustrade. Les vampires ont besoin de moins de sommeil, comme c'est pratique. Ils restèrent silencieux côte à côte. Le silence n'était pas désagréable. Le manques-tu? Demanda finalement Séraphine. Être humain? Théraune réfléchit longuement. Je n'ai jamais été humain, je suis né vampire. Mais ta mère, ta mère, était humaine. Oui, sa voix devint plus douce. Elle est morte quand j'étais jeune. Une maladade qui n'affecte que les humains. Je suis désolée. C'était il y a longtemps. La douleur ne diminue pas simplement parce que le temps passe. Théraune la regarda. Tu parles par expérience. Ma mère est morte à ma naissance. Je ne l'ai jamais connue. Alors nous avons quelque chose en commun. Séraphine sourit tristement. Deux orphelins, de part et d'autre d'une guerre. Peut-être que ce ne doivent pas être des côtés différents. Elle se tourna vers lui. Que veux-tu dire? Théraune hésita, puis dit, viens avec moi, je veux te montrer quelque chose. Il la conduisit de retour dans la forteresse, plus profondément qu'elle n'était jamais allée. Ils descendirent des escaliers, passèrent des portes scellées, jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement une pièce baignée de lumière bleue. Au centre de la pièce se dressait un cristal, aussi grand qu'un homme, brillant d'une énergie intérieure. Qu'est-ce que c'est? Murmura Séraphine, avec révérence. Le cristal-cœur de Noctis Umbra, expliqua Théraune. C'est ce qui alimente cette forteresse en pouvoir. Mais c'est aussi plus que cela. Il s'approcha et posa sa main sur le cristal. Immédiatement, des images s'enflammèrent, des souvenirs, des scènes du passé. Séraphine vit des batailles, des traités de paix, des mariages entre humains et vampires. Elle vit des enfants qui vivaient dans les deux mondes. Elle vit l'amour et la perte et l'espoir. C'est notre vraie histoire, dit doucement Théraune, pas la version écrite dans les livres, la vérité. Séraphine ne pouvait détourner les yeux. Pourquoi me montres-tu cela? Parce que je veux que tu comprennes. Il y a eu un temps où nos peuples n'étaient pas ennemis, et cela peut redevenir ainsi. Les images s'estompèrent, et la pièce redevint sombre, éclairée seulement par la faible lueur du cristal. Crois-tu vraiment en ce? Le matin arriva avec une urgence que Séraphine n'avait pas anticipée. Lyra se précipita dans ses quartiers, son visage pâle d'inquiétude. « Princesse, tu dois te lever immédiatement.
Il y a des problèmes. Séraphine s'assit, immédiatement alerte. Que s'est-il passé? Un messager est arrivé de la ville humaine d'Elaris. Le roi Aldric, ton père, il prépare une attaque. Le sang de Séraphine se glaça dans ses veines. Il est vivant? Oui, et il croit que tu es retenu captive ici. Il exige ta libération, ou il attaquera la forteresse. Séraphine sauta du lit. Je dois parler à Théron. Il t'attend déjà au conseil de guerre. La salle de guerre était remplie de tension. Une douzaine de généraux vampires se tenaient autour d'une grande table sur laquelle une carte était étalée. Théron se tenait en tête, son expression sombre et tendue. Quand Séraphine entra, tous les regards se tournèrent vers elle. « Princesse », la salua Théron formellement. « Ton père a posé un ultimatum. » Je l'ai entendu. Elle s'approcha de la table. « Que demande-t-il » Un autre général, un vampire plus âgé aux cheveux gris et au visage couvert de cicatrices, répondit « Ta libération immédiate. Sinon il attaquera avec une armée de 10 000 hommes. » Séraphine avala difficilement. « Dim, ton père s'est allié avec 3 autres royaumes, » continua le général. « Ce n'est pas seulement une tentative de sauvetage. C'est une invasion. » Théron regarda Séraphine, son regard impénétrable. « Il t'utilise comme prétexte. Pour faire quoi? Pour terminer ce qu'il a toujours voulu. Le néantissement complet du royaume vampire. » Les mots frappèrent Séraphine comme un coup. Elle pensa à son père, à ses yeux durs, sa manière inflexible. Il avait toujours été un guerrier, et elle n'avait été qu'un outil dans son jeu. « Que ferez-vous » demanda-t-elle doucement. « Nous battre » dit immédiatement le général aux cheveux gris. « Nous n'avons pas le choix. Il y a toujours un autre choix, » contredit Théron vivement. « Tu veux la lui rendre » Le général renifla avec mépris. « Après tout ce que nous avons investi, je ne veux pas d'une guerre qui coûtera 10 000 vies, » rétorqua Théron. « Et qu'en est-il de nos vies, de nos familles ?» Les généraux se disputaient bruyamment, leurs voix résonnaient dans la pièce. Séraphine se tenait silencieuse, le poids de la situation pesait sur elle. Puis elle parla. « Laissez-moi lui parler. » Tous se turent. Théron se tourna vers elle. « Quoi? Laissez-moi parler à mon père. Je peux lui expliquer que je ne suis pas retenue captive, qu'il y a une autre possibilité. » Le général aux cheveux gris rit amèrement. « Tu crois que ton père t'écoutera? Une fille qui vit avec les vampires? Peut-être, mais je dois essayer. » Théron l'étudia longuement. « C'est dangereux. Il pourrait te considérer comme une traîtresse. Alors je serai une traîtresse. » La voix de Séraphine était faite. « Mais je ne resterai pas les bras croisés pendant que 10 000 humains et vampires meurent parce que mon père est trop fier pour voir la vérité. » Après un long moment, Théron hocha la tête. « Bien, nous organisons une rencontre. » 2 jours plus tard, Séraphine se tenait sur un terrain neutre entre les 2 armées. D'un côté, les forces de son père, une masse scintillante d'acier et de bannières. De l'autre côté, les vampires ombres sombres dans le crépuscule. Théron se tenait à côté d'elle, accompagné de 2 de ses gardes d'élite. Devant eux, le roi Aldric arriva à cheval, flanqué de ses propres chevaliers. Le roi descendit de cheval. Son visage était si vieux que Séraphine ne s'en souvenait, marqué par l'inquiétude et la colère. Quand il la vit, il s'arrêta. « Séraphine, père, père !» Ils s'approchèrent, l'un de l'autre jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques mètres entre eux. La tension était palpable. « Tu es vivante, » dit Aldric, sa voix rauque d'émotion. « Je sais ce que tu pensais, mais je suis vivante, et je ne suis pas ici contre ma volonté. » Les yeux d'Aldric se plissèrent. « Que t'ont-ils fait? » « Rien. Au contraire, ils m'ont montré la vérité. »« Vérité ?» Le roi renifla. « Ils t'ont murmuré des mensonges. Les vampires sont des maîtres de la manipulation, et les humains sont des maîtres de l'auto-illusion, » répliqua Séraphine. « Père, cette guerre doit finir. »« Elle finira, » dit froidement Aldric, « quand les vampires seront anéantis. Et combien mourront dans le processus? Des milliers? Des dizaines de milliers? Pourquoi? Pour la justice, pour la vengeance, » cria Séraphine en retour. « C'est tout ce que c'est, la vengeance, pour quelque chose qui s'est passé il y a 300 ans. » Aldric tira son épée. Les chevaliers derrière lui se tendirent, prêts à attaquer. Les vampires autour de Théron bougèrent aussi. « Assez, » dit le roi. « Viens avec moi maintenant, ou je te prends de force. » Séraphine secoua la tête. « Non, quoi? Je ne viens pas avec toi, pas avant que tu sois prêt à faire la paix. » Le visage d'Aldric devint rouge de colère. « Tu oses me contredire? Je suis ton roi, ton père. »
Et je suis ta fille qui te dit que tu es sur le point de commettre une terrible erreur. Le roi leva son épée, pointant la pointe vers Séraphine. Alors tu n'es plus ma fille, tu es une traîtresse. Théron s'avança, se plaçant entre Séraphine et l'épée. Si tu veux l'attaquer, tu dois d'abord passer par moi. Aldric rit froidement. Un vampire qui défend une princesse humaine, comme c'est touchant. Un général qui protège une femme innocente, corrigea Théron. Cela ne devrait pas être inhabituel. Les deux hommes se fixèrent, le poids de siècles de haine entre eux. Puis, lentement, Aldric baissa son épée. Bien, garde-la, mais sache ceci, si tu ne me la rends pas, il y aura la guerre, et je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que chacun d'entre vous soit mort. Il se retourna et monta sur son cheval. Tu as 3 jours, cria-t-il par-dessus son épaule. Ensuite, nous attaquons. L'armée humaine se retira, et Séraphine s'effondra au sol. Ses jambes cédèrent. Théron s'agenouilla à côté d'elle. Je suis désolé. Pourquoi? Tu n'as rien fait. Je t'ai mise dans cette situation. Séraphine le regarda, des larmes coulant sur son visage. Non, c'est moi qui l'ai fait, parce que j'ai choisi la vérité, demanda Séraphine. Je ne sais pas, admit Théron. Mon conseil insiste pour la guerre. Ils disent que c'est la seule option. Et toi, que dis-tu? Séraphine sourit faiblement. Tu t'inquiètes pour moi, plus que je ne devrais. Ils se levèrent, allèrent à la fenêtre. Dehors, les deux armées se rassemblaient, se préparant pour la bataille qui viendrait dans 3 jours. Il y a un moyen, dit soudainement Séraphine. Lequel? Laisse-moi retourner, laisse-moi aller voir mon père, et le convaincre de l'intérieur. Non, la réponse de Théron vint immédiatement. Trop dangereux, c'est la seule chance. Il pourrait te tuer, peut-être, mais si je ne fais rien, des milliers mourront. Elle se tourna vers lui. Je dois essayer. Théron la regarda longuement. Si je te laisse partir, reviendras-tu? La question était douce, vulnérable. Séraphine s'approcha, jusqu'à ce qu'elle se tienne directement devant lui. Je ne sais pas, murmura-t-elle, honnêtement, mais je sais que je ne t'oublierai pas. Ce que tu m'as montré, ce que j'ai appris ici. Théron leva sa main, toucha doucement sa joue. Tu m'as changé, Séraphine. Tu m'as montré qu'il y a encore de l'espoir, et tu m'as montré que les ennemis peuvent être des personnes. Ils se tenaient si près, leur souffle se mélangeait, puis, lentement, Théron se pensa et l'embrassa. C'était un baiser doux, plein de sentiments non dits et de désirs réprimés. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. J'attendrai pour toi, dit doucement Théron, peu importe combien de temps cela prend. Promets-moi quelque chose, dit Séraphine. Tout. Si je ne suis pas revenu dans 3 jours, n'attaque pas, donne-moi plus de temps. Théron hésita, puis hocha la tête. Je le promets. Les vampires l'observaient depuis la porte, et elle pouvait sentir le regard de Théron sur elle, même de cette distance. Quand elle atteignit le camp humain, elle fut immédiatement arrêtée et amenée devant son père. Le roi Aldric était assis dans sa tente de commandement, entouré de généraux. Quand Séraphine entra, il leva les yeux, son expression dure. Tu es revenu. Oui, la seule chose, qui soit folle, est une fille qui trahit son propre peuple. Je ne trahis personne, j'essaie de sauver des vies, en t'alliant avec des monstres. Ils ne sont pas des monstres, cria Séraphine. Ils sont comme nous, ils aiment, ils pleurent, ils espèrent, et ils veulent la paix. Mensonge. Non, père, le mensonge est ce que tu nous as raconté toute notre vie. La gifle vint rapidement, et fort. Séraphine chancela en arrière, sa joue brûle. Tu seras enfermé dans tes quartiers, jusqu'à ce que cette bataille soit terminée, dit froidement Aldric, et après, tu apprendras ce que signifie être une princesse de Luminara. Des gardes saisirent Séraphine et l'emmenèrent de force. Pendant qu'elle était conduite à travers le camp, elle vit les préparatifs pour la guerre. Les armes étaient aiguisées, les armures enfilées, les prières récitées, et elle savait que le temps était écoulé. Dans 3 jours, ces hommes mourraient, et les vampires aussi, à moins qu'elle ne trouve un moyen de l'empêcher. La nuit avant la bataille était silencieuse, trop silencieuse. Séraphine était assise dans sa tente, gardée par 4 soldats. Son père l'avait enfermée ici, assez loin de la tente de commandement pour ne pas être un embarras, mais assez près pour la contrôler. Elle avait passé toute la journée à élaborer un plan.
C'était risqué, peut-être même suicidaire, mais elle n'avait pas d'autre choix. Vers minuit, quand les gardes devinrent fatigués, elle fit son mouvement. « S'il vous plaît », appela-t-elle faiblement, « j'ai besoin de... je me sens malade. » Un des gardes soupira et entra. « Princesse, il est au milieu de la... » Séraphine saisit le chandelier à côté de son lit et frappa. Le garde tomba inconscient au sol. Les 3 autres se précipitèrent à l'intérieur, mais elle était déjà de l'autre côté de la tente et déchira un trou dans le mur arrière. Elle courut. Derrière elle, elle entendait des cris, mais l'obscurité était son allié. Elle connaissait assez bien le camp pour se faufiler entre les tentes. Elle atteignit les écuries, vola un cheval et partit dans la nuit. Des flèches volèrent à côté d'elle, mais aucune ne toucha. En quelques minutes, elle était hors de portée. Elle chevaucha directement vers la forteresse vampire. Paravon se tenait sur le mur de la forteresse et fixait l'obscurité quand il la vit. « Ouvrez les portes » ordonna-t-il immédiatement. Séraphine galopa à l'intérieur, son cheval écumant d'épuisement. Elle glissa de la selle et tomba presque, mais Théron la rattrapa. « Que s'est-il passé » demanda-t-il avec urgence. « Mon père, il ne m'écoutera pas. La bataille commence à l'aube. » La mâchoire de Théron se crispa. « Alors nous nous préparons. » Séraphine saisit son bras. « Il y a un autre moyen. » « Lequel ? Lequel ? J'ai entendu les généraux de mon père parler. Ils mènent l'armée personnellement. Si nous pouvons l'atteindre avant que la bataille ne commence, tu veux que j'enlève ton père ? Je veux que nous le forcions à entendre raison. » Théron secoua la tête. « C'est impossible. Il est entouré de centaines de soldats. Pas si nous utilisons la bataille comme distraction. » Les yeux de Séraphine brûlaient de détermination. « Pendant que les 2 armées se battent, nous pouvons nous faufiler jusqu'à la tente de commandement. Et ensuite, nous le forçons à entendre la vérité. » C'était un plan désespéré. Mais Théron vit la détermination dans ses yeux, et savait qu'elle essaierait seule s'il refusait. « Bien, » dit-il finalement, « mais je viens avec toi. » Les armées humaines marchèrent sur la forteresse, leurs bannières flottant au vent. Les vampires se tenaient prêts sur les murs, leurs visages inexpressifs mais déterminés. La première volée de flèches obscurcit le ciel, puis les 2 côtés s'entrechoquaient. Le chaos était assourdissant. L'acier cliquetait contre l'acier, les hommes criaient, les chevaux hennissaient, le sang teintait le sol de rouge. Au milieu du chaos, 2 ombres bougeaient, inaperçues. Séraphine et Théron, tous 2 enveloppés de capes sombres, se faufilaient à travers les lignes de bataille. Théron se déplaçait avec une vitesse surhumaine et tuait quiconque s'approchait trop près, rapidement et efficacement. Ils atteignirent le camp. La plupart des soldats étaient sur le champ de bataille, seuls quelques gardes restaient en arrière. « Là » murmura Séraphine en pointant vers la tente royale. Ils se rapprochèrent furtivement. Théron neutralisa silencieusement les 2 gardes à la porte, et ils entrèrent. Le roi Aldric se tenait penché sur une carte, son dos tourné vers eux. Quand il entendit les pas, il se retourna. Sa main vola vers son épée. « Toi » haleta-t-il en voyant Séraphine. Puis son regard tomba sur Théron, et son expression se transforma en pure fureur. « Tu oses venir ici ? Père, s'il te plaît » commença Séraphine. « Non » Aldric tira son épée. « Je vais te tuer, monstre. Et ensuite, je vais libérer ma fille de ton influence. » Théron tira également son épée. Les 2 hommes tournèrent en cercle l'un autour de l'autre. « Attendez » cria Séraphine. « Vous ne devez pas vous battre. » Mais c'était trop tard. Aldric se jeta sur Théron, son épée visant le cœur. Théron para, les lames cliquetèrent ensemble. Ils combattirent avec une intensité qui correspondait à des années de colère. Aldric était habile, mais Théron était plus rapide, plus fort. En quelques minutes, le vampire avait désarmé le roi et tenu une épée à sa gorge. « Fais-le » haleta Aldric. « Tue-moi, prouve que tu es le monstre que je pense que tu es. » Théron hésita, son épée tremblait. « S'il te plaît » murmura Séraphine. « Ne le tue pas. Il a commencé cette guerre. Il refuse de faire la paix. Pourquoi devrais-je l'épargner ? » « Parce que tu es meilleur que ça, » dit Séraphine. « Parce que si tu le tues, tu prouves seulement qu'il avait raison. » Théron la regarda, vit les larmes dans ses yeux. Puis, lentement, il abaissa son épée. « Tu vis, » dit-il à Aldric, « parce que ta fille a plus de compassion que tu n'en mérites. » Il se tourna pour partir, mais Aldric parla. « Pourquoi me laisses-tu vivre ? Tu pourrais mettre fin à cette bataille d'un coup d'épée, parce que je ne veux pas que ça se termine ainsi. » Théron regarda le roi. « Je ne veux pas de victoire par meurtre. Je veux la paix par compréhension. » Aldric le fixa comme s'il avait un étranger devant lui. « Tu es un vampire. Les vampires ne connaissent pas la compassion. Alors tu sais très peu de nous. »
En ce moment, quelque chose explosa dehors. La tente trembla, et des cris pénétrèrent à l'intérieur. Séraphine courut vers l'ouverture de la tente, et regarda dehors. Son cœur sombra, la bataille s'était déplacée. Les vampires et les humains se battaient maintenant directement dans le camp. Le feu se propageait, les tentes brûlaient, et puis elle le vit. Une troisième force s'était jointe à la bataille. Des créatures qui n'étaient ni humaines ni vampiriques. Leur peau était grise et écailleuse, leurs yeux brillaient en rouge et elles se déplaçaient avec une vitesse terrifiante. « Qu'est-ce que c'est » murmura Séraphine, horrifiée. Théron la rejoignit, son visage devint pâle. « Impossible !» Quoi ? Aldric était également sorti. Pour la première fois, Séraphine vit une vraie peur dans les yeux de son père. « Que sont ces créatures » demanda-t-il. « Quelque chose de pire que n'importe lequel d'entre nous, » répondit Théron. « Quelque chose qui détruira les humains et les vampires si nous ne travaillons pas ensemble. » Aldric fixa le champ de bataille où ces hommes étaient massacrés par ces créatures. Les vampires ne s'en sortaient pas mieux. « Comment les arrêtons-nous » demanda-t-il. « Finalement, ensemble » dit Théron. « Seulement ensemble. » Aldric regarda entre Théron et Séraphine. La fierté luttait contre la raison sur son visage. Puis, lentement, il hoqua la tête. « Bien, dites-moi quoi faire. » Théron et Aldric menèrent ensemble leurs troupes, unissant humains et vampires contre l'ennemi commun. Séraphine combattit à leur côté, son épée se teintait de noir avec le sang des marcheurs du vide. Les créatures étaient nombreuses, mais pas invincibles. Ensemble, les armées unies les repoussèrent lentement. Quand le soleil se coucha, la bataille était terminée. Les marcheurs du vide avaient été repoussés, au moins pour le moment. Le sol était jonché de cadavres, humains, vampires et les étranges créatures mélangées. Aldric et Théron se tenaient côte à côte, tous deux couverts de sang et épuisés. « Ce n'était que le début, » dit doucement Théron. « Ils reviendront. Alors nous serons prêts, » répondit Aldric. Il se tourna vers Théron. « Je me suis trompé sur toi, vampire. Et moi peut-être sur toi, roi. » Ils se serrèrent la main. Séraphine observa la scène, des larmes de soulagement coulant sur son visage. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas la fin de tous les problèmes, mais c'était un début. 3 mois s'étaient écoulés depuis la bataille. Le monde avait changé, lentement mais inexorablement. Là où régnait autrefois la haine, se développait maintenant une confiance prudente. Là où se dressaient autrefois des murs, se construisaient maintenant des ponts. Séraphine s'étonnait sur le balcon de la forteresse Noctisumbra et contemplait les changements. En bas dans la vallée s'était formée une nouvelle colonie, un lieu où humains et vampires vivaient côte à côte. C'était petit, fragile, mais cela existait. Perdue dans tes pensées, elle sourit, sans se retourner. Elle avait appris à reconnaître l'arrivée de Théron, même quand il se déplaçait silencieusement. « Je pense à tout le chemin que nous avons parcouru, » répondit-elle. Théron s'avança à côté d'elle. Sa main trouva la sienne. Le geste était devenu familier, réconfortant. « Et tout le chemin qu'il nous reste à parcourir, » ajouta-t-il. C'était vrai. Les marcheurs du vide avaient été repoussés, mais pas vaincus. Ils guettaient au-delà des frontières, attendant une opportunité. Et tous les humains ou vampires n'acceptaient pas la nouvelle paix. Il y avait de la résistance, des conspirations, des attentats, mais il y avait aussi de l'espoir. « Ton père a accepté l'invitation, » dit Théron. « Il viendra au sommet de paix la semaine prochaine. » La relation de Séraphine avec son père était compliquée. Ils s'étaient réconciliés, mais la confiance devait être reconstruite. Aldric avait admis qu'il s'était trompé, une déclaration qui lui avait été difficile, mais il l'avait faite. Et les autres rois, la plupart viennent, certains refusent encore. Théron soupira. Le changement prend du temps. Nous avons le temps. Il la regarda, un doux sourire sur ses lèvres. Tu as changé, tu sais. Quand tu es arrivée ici pour la première fois, tu étais pleine de colère et de peur. Maintenant, il caressa une mèche de cheveux de son visage. Maintenant tu es la personne la plus forte que je connaisse. Séraphine rit doucement. Je ne me sens pas forte, je me sens le plus souvent débordée. C'est ce qui te rend humaine. Ironique qu'un vampire me dise ça. Ils restèrent silencieux, appréciant le moment de tranquillité. De tels moments étaient devenus rares. Je dois te demander quelque chose, dit finalement Théron. Quoi? Regrettes-tu la décision de rester ici? Séraphine réfléchit. Elle aurait pu retourner à sa maison, à son ancienne vie. Mais cette vie n'existait plus. Elle avait trop changé. Non, dit-elle honnêtement. Je ne regrette rien. Même pas moi. Elle se tourna complètement vers lui, posa ses mains sur sa poitrine. Surtout pas toi. Théron l'attira plus près.
Son front toucha le sien. Je t'aime, Séraphine. Je sais que c'est compliqué, que nos mondes devraient nous séparer, mais ils ne le font pas, compléta-t-elle. Plus maintenant, ils s'embrassèrent, un baiser qui parlait de tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Quand ils se séparèrent, Théron avait quelque chose dans la main, une petite boîte. Qu'est-ce que c'est demanda Séraphine. Ouvre-la, elle le fit. À l'intérieur se trouvait une bague, pas une bague ordinaire. Elle était faite d'un métal argenté qu'elle ne reconnaissait pas, et au centre était sertie une pierre qui scintillait à la fois en rouge et en bleu. C'est une bague d'union, expliqua Théron. Dans ma culture, donnée quand deux personnes, ou un humain et un vampire, veulent lier leur vie ensemble. Le souffle de Séraphine se bloqua. Tu me demandes? Je te demande si tu veux rester à mes côtés, pas comme prisonnière, pas comme invitée, mais comme ma partenaire, comme ma femme. Séraphine regarda la bague, puis dans les yeux argentés de Théron, elle pensa à tout ce qu'ils avaient traversé, au combat, au doute, aux moments de désespoir et de triomphe. Oui, murmura-t-elle, 1000 fois oui. Théron passa la bague à son doigt, et au même moment, Séraphine ressentit quelque chose. Une connexion, plus profonde que tout ce qu'elle avait jamais vécu. C'était comme si leurs âmes se touchaient. Est-ce normal demanda-t-elle, essoufflée. La bague nous connecte, expliqua Théron. À partir de maintenant, tu pourras sentir mes émotions, et moi les tiennes. C'est la forme la plus profonde de lien dans notre culture. Séraphine contempla la bague à sa main. Elle semblait juste, comme si elle appartenait là. Quand aura lieu la cérémonie, demanda-t-elle. Quand tu seras prête. Bientôt, dit-elle, avec détermination. Montrons au monde qu'une union entre nos peuples est possible. Le mariage eut lieu un mois plus tard, le premier jour du printemps. Ce n'était pas une cérémonie traditionnelle, cela ne pouvait pas l'être. Au lieu de cela, c'était un mélange de rites humains et vampiriques, réalisé par des prêtres des deux cultures. Le roi Aldric était présent, son expression un mélange de fierté et de malaise. Mais il était là, et c'était important. Des anciens vampires se tenaient à côté de nobles humains. Des soldats qui avaient été ennemis il y a des mois célébraient maintenant. Quand Séraphine marcha dans l'allée, vêtue d'une robe qui unissait à la fois les couleurs argentées des vampires et le blanc des humains, elle vit les visages autour d'elle. Certains souriaient, certains pleuraient, certains semblaient seulement confus, mais tous étaient là, tous étaient témoins. Théron attendait à l'autel, vêtu de vêtements vampiriques traditionnels. Quand leurs regards se croisèrent, il sourit, un vrai sourire, chaleureux qui illumina tout son visage. La cérémonie fut brève mais significative. Ils échangèrent des vœux, des mots anciens dans les deux langues. Je promets de t'honorer, dit Séraphine, dans la lumière et l'obscurité, dans la paix et la guerre, jusqu'à mon dernier souffle. Je promets de te protéger, répliqua Théron, à travers tous les âges qui me sont donnés, avec chaque goutte de sang dans mon corps. Quand ils s'embrassèrent, les deux côtés applaudirent. Ce n'était pas un jubilé bruyant, plutôt un applaudissement prudent. Mais il était là, des célébrations qui suivirent furent prudemment optimistes. Humains et vampires se mélangèrent, parlèrent ensemble, partagèrent nourriture et histoire. Séraphine dansa avec son père. Tu as l'air heureuse, dit Aldric avec raideur. Je suis heureuse, confirma-t-elle. Je ne comprends toujours pas, admit-il, comment tu peux l'aimer, parce qu'il est plus que ce que tu vois en lui. Séraphine regarda son père, tout comme je suis plus que juste ta fille. Aldric resta silencieux un moment. Tu as toujours eu ta propre volonté, même enfant, j'aurais dû le voir. Il n'est pas trop tard, dit doucement Séraphine. Tu peux encore choisir qui tu veux être. Un roi qui fait la paix avec les vampires. Aldric rit amèrement. Mes ancêtres se retourneraient dans leur tombe, peut-être, ou peut-être seraient-ils fiers que tu aies eu le courage d'essayer quelque chose de nouveau. Quand la danse se termina, Aldric embrassa sa fille, un geste rare de sa part. Sois heureuse, murmura-t-il. C'est tout ce que je veux encore pour toi. Te tends toi, te tends toi. Plus tard dans la nuit, quand la célébration se dissipa, Séraphine et il se tenaient à nouveau sur leur balcon. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, innombrables et éternelles. À quoi penses-tu? Demanda Théron. À l'avenir, répondit Séraphine, à ce que nous allons construire. Ce ne sera pas facile, les meilleures choses ne sont jamais faciles. Théron embrassa son front. Nous avons écrit l'histoire aujourd'hui. Non,
corrigea Séraphine. Nous avons commencé à écrire une nouvelle histoire aujourd'hui. Nous ne connaissons pas encore la fin. Comment devrait-elle se terminer? Elle sourit, avec de l'espoir, toujours avec de l'espoir. En bas dans la vallée brillaient les lumières de la nouvelle colonie. Un symbole que le changement était possible, que les vieilles inimitiés pouvaient être surmontées. Il y aurait des revers, Séraphine le savait, tout le monde ne comprendrait ou n'accepterait pas sa décision. Les marcheurs du vide attendaient toujours dans les ombres, et il y avait des forces des deux côtés qui voulaient préserver l'ancienne haine. Mais pour la première fois depuis des siècles, il y avait aussi une alternative, une possibilité que humains et vampires n'aient pas à être ennemis, et cela seul valait la peine de se battre. « Je t'aime, dit doucement Séraphine, et moi toi, répondit Théron, pour toujours. Ils restèrent là, main dans la main, et observèrent comment un nouveau monde prenait lentement forme. Un monde où une princesse humaine et un général vampire avaient prouvé que l'amour pouvait être plus fort que la haine, que l'espoir pouvait être plus fort que la peur, et que même les fossés les plus profonds pouvaient être franchis, si seulement on avait le courage de faire le premier pas. L'histoire de la princesse Séraphine et du général Théron n'était pas encore terminée, elle venait juste de commencer.